Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Sophie, merci beaucoup de participer à Réel de nouveau. Tu es déjà venue dans le podcast, on avait parlé burn-out. Sans plus tarder Sophie, est-ce que je peux te demander de te présenter et de éventuellement présenter le sujet qu'on va aborder ensemble aujourd'hui? Merci Estelle de m'accueillir à nouveau dans ton podcast. Alors on avait parlé du burn-out effectivement l'année dernière ou il y a 2 ans. D'ailleurs je ne me souviens plus précisément. Il y a 2 ans. À l'occasion donc d'un livre sorti aux éditions Lattès et coécrit donc avec un psychiatre, Guillaume Font. Donc sujet qui est toujours d'actualité. Bien sûr, livre que je recommande vivement d'ailleurs, je le recommande toujours. Merci. Et donc, écoute, je te remercie de ton invitation aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous concerne tous, qui est effectivement le sujet du harcèlement, aussi bien moral que sexuel. Et je pense que tu auras peut-être l'occasion effectivement de rebondir sur l'actualité qui est florissante. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous définir le harcèlement moral et le harcèlement sexuel ? Alors, sans lire, c'est un exercice qui va être très compliqué pour une avocate, effectivement, de ne pas citer l'intégralité. Non, mais cite l'intégralité si tu veux, mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que le harcèlement moral tel qu'il est défini par le Code du travail, c'est le fait, pour parler simplement en paraphrasant quand même le Code du travail, c'est qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés. Donc ça, c'est une notion qui est très importante. La répétition. De harcèlement moral. Et ces agissements, en fait, ils vont avoir soit pour objet, soit pour effet, une dégradation des conditions de travail, qui est susceptible de porter atteinte aux droits de la personne, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. C'est ça. Et donc, on voit beaucoup de cas, on y reviendra effectivement, notamment d'altération de la santé physique et mentale dans des cas qui sont avérés de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel. Donc ça, c'est la définition que nous donne le Code du travail. D'un point de vue pénal, on nous dit que effectivement le fait d'harceler autrui avec des propos, des comportements répétés qui ont pour effet une dégradation des conditions de travail, etc., ou de porter atteinte à ses droits, à ses dignités, on retrouve la notion d'altération de santé physique ou mentale, est puni d'une peine d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. D'accord. Voilà. On va pas rentrer non plus dans une lecture qui serait pas très intéressante pour tes auditeurs du code pénal ni du code du travail, mais effectivement il y a quand même beaucoup de nouveautés qui se font jour au niveau notamment du harcèlement et du harcèlement sexuel, avec des nouveautés en ce qui concerne la protection des personnes qui dénoncent des faits de harcèlement qui est considérablement améliorée en 2022. Voilà, donc il y a tout un mouvement législatif effectivement, et avec des nouvelles obligations bien sûr pour les entreprises en ce qui concerne le harcèlement, notamment le harcèlement sexuel. D'accord. Voilà. La définition du harcèlement sexuel du coup dérive de celle que tu viens de me lire. Oui, mais elle est un petit peu différente quand même, non ? Oui, la notion de harcèlement sexuel, elle est différente effectivement parce que il y a tous les actes qui peuvent être à connotation sexuelle ou dans l'optique d'obtenir des faveurs. Enfin bon, la définition est un petit peu différente. Non, c'est juste pour dire que c'était 2 définitions différentes et distinctes, mais que le droit, on va dire, s'emparait des 2. Voilà, c'est-à-dire que dans le harcèlement sexuel, en fait, on va avoir des éléments, pour parler simplement et que ça soit audible pour les auditeurs, on va avoir des éléments qu'on va retrouver qui sont ceux qu'on retrouve dans le Code du travail. Mais qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir notamment la définition du harcèlement sexuel. Ça peut être des propos ou des comportements à connotation sexuelle. Donc évidemment, la jurisprudence regorge d'exemples. Et ça va être également, par exemple,
toute forme de pression grave, même si c'est pas répété, ça peut être en une seule fois, qui va être exercée dans le but, par exemple, apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle. Voilà. C'est ça. Donc, c'est peut-être la seule grande différence finalement, c'est la non-répétition du harcèlement sexuel. Alors que le harcèlement moral, il faut qu'il y ait une sorte de répétition. Tout à fait. Et un seul acte, un fait unique, peut suffire à constituer, par exemple, une situation de harcèlement sexuel. Ok. Qu'est-ce qu'on risque quand on est un harceleur ou une harceleuse et quand on est une entreprise qui héberge, entre guillemets, ou en tout cas qui héberge, qui emploie cet harceleur ou cette harceleuse? Alors déjà, une entreprise, quelle que soit ta taille, a une obligation effectivement de protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Donc, une obligation de prévenir, d'une part, tout comportement qui pourrait être constitutif de harcèlement, et d'autre part, et pour parler également simplement, de sanctionner, dès lors qu'elle a connaissance de faits avérés de harcèlement, de sanctionner effectivement les auteurs. Il y a aussi une obligation, et ça on le voit aussi beaucoup dans les dossiers que l'on peut avoir en tant qu'avocat, l'obligation de mener une enquête de la manière la plus diligente qu'il soit. C'est-à-dire que dès lors qu'un salarié va dénoncer des faits qui peuvent être constitutifs de harcèlement moral ou sexuel, il y a une obligation de mener une enquête. Voilà. Donc on va pas revenir sur tous les intervenants de l'enquête, ni parce que là aussi c'est pareil, c'est un sujet qui pourrait faire l'objet de multiples développements, mais en tout cas il y a une obligation vraiment de diligence. Alors c'est pas forcément, il y a différents intervenants dans les cas de harcèlement. Il y a l'inspection du travail, la médecine du travail, il y a les membres du CSE, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des gens extérieurs au monde de l'entreprise, bien entendu. Et puis après, donc l'obligation effectivement de mener une enquête. Donc ça, c'est des obligations qui sont au même titre que tous les risques psychosociaux, qui sont les obligations qu'a l'employeur de préserver la santé physique et mentale de ses salariés. Donc il y a une obligation impérieuse. D'accord. Qu'est-ce qu'on risque effectivement bon, déjà il faut que les faits soient quand même avérés. Enfin, c'est un élément important à souligner. Avec des preuves à l'appui. Avec des preuves à l'appui. Bon, ça c'est toute la difficulté que l'on peut rencontrer, bien sûr, mais peut-être qu'on en reparlera. Voilà. Le harceleur, si tant est qu'il soit avéré qu'il est harceleur, évidemment, doit être sanctionné par l'entreprise. L'entreprise risque évidemment également en cas de contentieux, c'est-à-dire que si le juge, que ce soit le conseil de prud'homme ou en appel, si la cour d'appel considère que les faits sont constitutifs de harcèlement moral, eh bien elle sera condamnée effectivement à payer des dommages et intérêts pour réparer le préjudice du salarié dont le contrat de travail a pu être rompu ou est encore en cours. Ça, il y a différentes possibilités. Donc, des dommages et intérêts. Et on peut avoir des dommages et intérêts qui vont se cumuler également pour justement les manquements de l'employeur à l'obligation de prévention de harcèlement moral, par exemple, et l'absence de protection de la personne pour avoir continué, par exemple, à l'exposer à une situation dont elle avait connaissance qu'elle était dangereuse pour elle. Donc il y a une multitude de chefs de demande qui peuvent être faits, effectivement, au titre du harcèlement moral ou sexuel. Mais naturellement, est-ce que c'est pas de virer la personne? Est-ce qu'il n'y a pas un réflexe, si tu veux, qui consiste à dire c'est une faute grave, donc je peux virer potentiellement la personne? Est-ce que c'est constitutif d'une faute grave? Le fait de harceler quelqu'un, peut être tout à fait constitutif d'une faute grave. L'entreprise peut se dire du jour au lendemain, licenciement pour faute grave. Si tant est, soit que les faits soient avérés. D'accord. Voilà. Ok. Oui, donc il faut attendre quand même le temps de la procédure. Et éventuellement de l'enquête. Éventuellement de l'enquête. De l'enquête et éventuellement, effectivement, de prendre une décision qui consiste à considérer qu'on doit sanctionner le harceleur pour les agissements dont il s'est rendu coupable à l'encontre de la harcelée ou du harcelé. Parce que il n'y a pas forcément que des femmes, il n'y a pas forcément un lien de hiérarchie, il y a une multitude de situations qui peuvent se produire en fait. Donc ça c'est sur les risques. Donc juste je reviens parce qu'on en a parlé un peu juste avant d'enregistrer. Il faut quand même dire que ça passe généralement par les tribunaux
prud'homo, enfin que ça passe par les prud'hommes. Oui. Donc pas forcément sur le pénal. C'est-à-dire que c'est une discussion qu'il faut avoir avec son avocat ou avec la personne qui nous défend. C'est-à-dire qu'en fait c'est pas automatiquement. Il faut en parler avec son avocat au sens est-ce que je vais d'abord au prud'homme, est-ce que je vais d'abord au pénal, bon. Voilà. Oui, ça relève, ça relève vraiment effectivement d'une analyse précise que la personne qui subit un harcèlement sexuel ou moral va devoir avoir avec son avocat pour savoir effectivement la voie judiciaire qui est la plus opportune, ou voir s'il y en a plusieurs d'ailleurs. Mais donc ça c'est vraiment au cas par cas. Mais en tout cas, il peut y avoir une action effectivement devant le Conseil de prud'homme, comme il peut y avoir une action effectivement au pénal devant les juridictions répressives. D'accord, ok. Je reviens à... Alors attends, parce que ça m'appelle une autre question. Je voulais parler de l'actualité, puisque bien entendu, le jour où on enregistre, je crois que le procès a démarré hier. Oui. C'est le procès France Télécom. Tout à fait. Après, j'ai eu une question sous-jacente en t'écoutant. C'était, est-ce qu'il y a eu une force... Enfin, est-ce que toi, en tant qu'avocat, tu constates une hausse des cas de harcèlement, ou en tout cas une hausse des demandes, si tu veux, face aux tribunaux des prud'hommes? Ce qu'on constate, nous, en tant que professionnels, et puis en échangeant effectivement avec des confrères sur des dossiers, c'est et en allant devant les juridictions aussi, on voit que il y a quasiment, il y a très peu de dossiers, notamment devant les prud'hommes, où le harcèlement moral ne soit pas évoqué. Ou sexuel. Enfin, en tout cas, on va parler plus du harcèlement moral, parce qu'on retrouve effectivement des demandes quasi constantes au titre du harcèlement moral. Donc, ça correspond effectivement à une évolution. À ceci près qu'il faut, nous, on est toujours très vigilants sur le fait que le harcèlement moral soit constitué. Et même quand on reçoit un client, notre premier rôle et de conseil, c'est de récolter des pièces aussi pour savoir s'il y a réellement, s'il y a un faisceau d'indices, plus exactement, qui vont indiquer qu'il y a eu harcèlement moral. Mais effectivement, on remarque une progression constante des cas de harcèlement moral qui sont en tout cas mis en avant devant les juridictions, et qui sont probablement, qui illustrent probablement ce qui se passe dans l'actualité. Donc le procès France Télécom, effectivement, qui est en cours d'appel, qui vient de... Mais c'était quand même un sujet qui date de 2007, je crois, 2007 ou 2009. Donc faut le rappeler quand même, ça prend du temps. Oui, le temps de la justice. Voilà, le temps de la justice. Mais on va revenir sur France Télécom. Et ce que je voulais savoir, c'est que peut-être que je me trompe, mais j'ai un peu senti quand même qu'il y avait une libération de parole au sein de l'entreprise, enfin dans le cadre du monde de l'entreprise. Tout comme il y a une libération de parole globale après le mouvement MeToo, après certains dossiers qui sont sortis comme ça sur le devant de la scène, qui ont été largement repris médiatiquement. Et voilà, je me posais la question de savoir, est-ce que ce mouvement-là, finalement, de libération de la parole globale, enfin d'abord des femmes, n'a pas finalement été, transposé au monde de l'entreprise? Je pense qu'on le retrouve, parce que effectivement, alors c'est peut-être le mouvement MeToo qui est à l'origine de cette généralisation, mais on retrouve aussi sur les réseaux sociaux beaucoup de balance ton hashtag. On va pas les citer parce que il n'y a pas lieu de faire de la publicité, mais effectivement, ça correspond à un mouvement général. Alors après, moi, je suis toujours assez réservée, mais c'est le défaut de ma profession, effectivement, qui est toujours d'être quand même très vigilant sur les réseaux sociaux et sur ce qu'on va venir balancer, pour prendre le terme. C'est que effectivement, il faut quand même être très vigilant au fait d'avoir des preuves, et que il faut respecter aussi le temps de la justice, me semble-t-il. Mais ça, c'est un vaste débat qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux et le droit. Donc voilà. Mais en tout cas, ça correspond bien à un mouvement. Et le bénéfice, c'est que il y a peut-être effectivement des affaires qui sont sorties et qui ne seraient pas sorties il y a certaines années. Donc on pense notamment à des affaires comme Ubisoft, où la presse avait s'était fait l'écho de cette affaire qui était quand même assez incroyable. Voilà. Et on voit même dans l'actualité
que ça touche tous les milieux, même les milieux politiques, où je parle pas de harcèlement sexuel, hein, mais même du harcèlement moral, hein, voilà, où on voit que il y a pas un jour où il n'y ait pas une affaire qui soit évoquée dans la presse. Alors évidemment à un stade qui n'est pas encore jugé, mais des affaires de harcèlement moral, même chez des députés vis-à-vis de leurs collaborateurs, etc. Donc ça correspond effectivement, je pense, à un mouvement de libération de la parole, hein. Parce qu'il devait se passer ces choses-là et puis finalement c'était passé sous silence. Peut-être qu'on peut se dire ça. Probablement. Alors, France Télécom. Si je ne me trompe pas, ça concerne presque 19 personnes. Donc c'est quand même assez important. Même plus, parce qu'en fait, de mémoire et surtout des personnes qui seront beaucoup plus à même de parler de ce procès effectivement que moi, mais il y a eu toute une vague de suicidés effectivement, et puis au-delà des suicidés, il y a eu toutes les personnes qui ont été aussi victimes, certaines qui ont menacé de suicide, 12 ont tenté de se suicider, 8 ont subi un épisode de dépression ou un arrêt de travail. Voilà. Donc ça, c'est un procès techniquement qui va durer un certain temps, je suppose, quand même. Je crois que les audiences sont prévues jusqu'en juillet, effectivement, devant la cour d'appel. Hein. Donc ça, c'était parti de dégrader les conditions de travail des agents afin d'accélérer leur départ. On a quand même entendu des phrases du genre « je me suicide à cause de France Télécom ». Donc on est quand même passé, j'ai envie de dire, d'une époque finalement où effectivement les gens en venaient à se suicider. Oui. À une époque où aujourd'hui, et c'est plutôt positif finalement, enfin je sais pas, on verra, mais en tout cas où les gens n'attendent pas ça pour soit aller voir un avocat, soit consulter leur boss, soit aller je sais pas, changer de boulot, voilà. Donc peut-être que ces événements-là, ou en tout cas ces cas, en tout cas le cas France Télécom, peut-être qu'il a également, tout comme MeToo, je sais pas, peut-être que ça a éveillé les consciences, peut-être que ça a accéléré un mouvement de libération de parole, tout simplement. Oui, puis des notions, parce que le procès France Télécom, qu'on va pas commenter évidemment, mais c'est surtout, on a sanctionné en fait le harcèlement moral institutionnel collectif. Hein. En fait, c'est ça. Donc avec des phrases choc qui avaient été reprises, dans le jugement qui avait été rendu. Voilà, maintenant, ça a certainement contribué à lancer la parole, mais c'est pareil, on voit aussi fréquemment dans l'actualité des cas de salariés ou de fonctionnaires qui se suicident. Voilà, avec toute proportion gardée, parce que c'est toujours des situations d'une part extrêmement terribles, et d'autre part qu'il faut pareil le temps de l'enquête, mais qui sont des suicides qui peuvent intervenir sur le lieu de travail, etc. Donc il y a encore des cas malheureusement de suicides sur le lieu de travail qui interviennent. Mais justement, moi, je voulais t'entendre parce que c'est quand même relativement lié au contenu de ton livre. Mais c'est sur le profil, en fait, tu vois, des gens qui sont harceleurs. C'est-à-dire que je me demande toujours si c'est le système ou si c'est les gens ou si c'est les deux. Il y a plusieurs. La réponse va être protéiforme, c'est-à-dire que on a, c'est ce qu'on explique, c'est surtout ce que mon co-auteur psychiatre Guillaume Font explique très bien avec des profils de. Alors il y a des profils de gens qui sont border, il y a des profils de psychopathes, il y a des profils de pervers narcissiques, il y a des profils de passifs agressifs. Il y a toute une possibilité de comportements différents. Ce qui est important de relever aussi, c'est que les gens n'ont pas forcément conscience d'être harceleurs. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à souligner. Oui, mais c'est quand même ça qui est fou. Tu vois, parce qu'il y a un déni. Il y a un déni, effectivement. Et puis, dans certains cas, c'est des gens qui vont subir en cascade une pression et qui vont aller la répercuter avec des connotations de harcèlement, mais sans forcément se rendre compte eux-mêmes qu'ils sont, à un moment donné, peut-être pas de manière constante, mais qu'à un moment donné, ils deviennent potentiellement harceleurs. Donc il n'y a pas un profil
général, bon, sauf cas de figure, moi j'en ai eu dans ma carrière qui sont des pépites, hein, comme on peut le dire. Voilà, où là, il n'y a pas de doute sur le fait que la personne soit psychopathe et harceleuse, hein, ça c'est une évidence. Maintenant, il y a tout un ensemble de cas où les gens peuvent se rendre, peuvent adopter des comportements de harceleurs sans forcément en avoir conscience. Mais finalement, l'aboutissement est le même. Enfin, le résultat est le même. Le résultat est le même sur la personne harcelée, oui. Voilà. Et tout dépend effectivement du contexte précis dans lequel ça s'est passé et savoir si on a la possibilité de sanctionner la personne harceleuse, d'où la nécessité de faire des enquêtes. Voilà, bien évidemment, dès lors qu'un cas de figure comme ça est rapporté à la hiérarchie, c'est clair. Et quand tu disais c'est quelqu'un qui subit une pression, alors attention, je ne cherche pas du tout à trouver des justifications à qui que ce soit qui a un comportement de harceleur, mais parfois je me demande, c'est la question que je te disais, c'est est-ce que c'est le système ou est-ce que c'est les hommes, tu vois, ou les hommes au sens humain, attention, hein, je précise, c'est ni homme ni femme, mais je me dis, voilà, s'il y a une telle pression qui se répercute sur les gens, etc., c'est peut-être qu'en interne, au sein de l'entreprise, il n'y a pas de communication qui est suffisamment forte pour faire en sorte que les gens ne subissent pas ce genre de pression. Tout à fait. Enfin, après, je t'ai pas dit que la pression au travail elle est quasi inévitable, c'est normal. Mais voilà, il y a peut-être un sujet de système, il y a un sujet de fonctionnement de l'entreprise qui ne relève pas que d'une personne finalement, parce que c'est pour ça que je pense que le droit est bien fait. C'est que quand il y a quelqu'un qui commet ces actes-là, c'est quand même normal que l'entreprise soit aussi mise en cause. Oui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, hein, notamment pour vérifier effectivement que voilà que le fonctionnement dans une entreprise est entre guillemets normal par rapport aux risques sociaux et professionnels. Voilà, donc il y a tout un ensemble de critères et d'évaluations qui sont c'est assez normé, hein. Voilà, donc on a des indicateurs dans les entreprises qui permettent de savoir comment est le climat social, etc. Bon, voilà. Oui, mais parfois, moi, j'ai vu des cas de figure où même la personne en charge des... Alors, maintenant, ça s'appelle... je sais plus comment ça s'appelle. On dit les relations sociales ou les relations humaines. Voilà. Ou le capital humain. Enfin, je sais plus comment on les appelle. Mais quand il y a une personne qui est en charge de ça au sein d'une entreprise et qu'elle-même a un voile devant les yeux ou ne se rend pas compte des choses, etc. ou refuse, est dans le déni... Oui. C'est super compliqué si tu veux, parce qu'en fait tu dis que le truc est un peu bloqué de l'intérieur, quoi, et que tu vas pas faire bouger les choses. Donc c'est je sais pas, peut-être qu'il faudrait penser à des normes ou à des choses pour éviter ce genre de cas, si tu veux, parce que les normes on les a. Je pense que le droit nous donne quand même tout un ensemble de normes qui doivent être respectées. Mais elles sont pas communiquées. La chose, je pense, qui est vraiment fondamentale, alors beaucoup d'entreprises s'en emparent évidemment, mais c'est surtout de sensibiliser les managers au sens large du terme, les collaborateurs, etc. Comme on le fait d'ailleurs à l'école, hein, en fait, quand on regarde maintenant, il y a des cours dans les collèges, des lycées sur la notion de harcèlement, c'est de sensibiliser les salariés, que ce soit des managers, des collaborateurs, à ce qui est constitutif d'un harcèlement. Ça paraît être une tarte à la crème, effectivement, mais enfin ça passe aussi par une sensibilisation pour que chacun adopte des comportements qui soient normaux, indépendamment de la pression qui peut être mise de manière constante. Voilà. Donc je pense que c'est surtout ce travail-là qu'il faut mener. Mais c'est un travail à mener même en amont. Enfin, après, on va revenir à l'éducation, à la manière dont on met des barrières aux enfants, etc., pour lui dire ça tu fais pas. Mais finalement, c'est un système de transmission. Enfin, c'est un sujet qui ne concerne pas uniquement le monde de l'entreprise, quoi. Finalement, c'est social, c'est sociétal. C'est sociétal. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de certains cas sur les réseaux sociaux ? C'est-à-dire qu'en fait, j'ai appris assez récemment, finalement, que vu qu'en préparant ton interview, on a reconnu qu'en fait, quelqu'un qui poste un truc sur son wall Facebook privé, même privé, hein, attention, qui n'est pas public, j'ai lu ça dans
cour d'appel de Bordeaux, je sais plus. Oui, c'est un arrêt effectivement d'une cour d'appel. Bon, après, il y en a une foultitude, mais c'était juste pour dire, en fait, j'ai été un peu choquée de ça, c'est que même si c'est ton wall privé, donc on sait ce que c'est qu'un wall privé Facebook, que tu postes un truc dessus qui vise quelqu'un en particulier, là, c'est du harcèlement. Parce que c'est sur en fait dans cet arrêt-là, c'était un salarié effectivement qui avait posté sur son mur Facebook un message insultant qui visait un autre salarié. Donc en fait, on va considérer que d'une part c'est des faits de harcèlement moral, peu importe si la page était privée ou non, parce que le message était explicitement destiné, insultant à l'égard d'un salarié. Donc c'est en lien avec le travail. En fait, et ça veut dire que là, pour le coup, c'est une fois. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'insulte quelqu'un sur mon wall privé et la personne peut se dire tout de suite, ah bah donc du coup, c'est du harcèlement. Alors, est-ce que j'ai eu des précédents. Je sais pas s'il y avait eu d'autres publications de la part de salariés à l'égard des autres, mais en tout cas, effectivement, on a pu retenir que même si c'était sur sa page privée, c'était en lien avec le travail puisqu'il insultait un autre salarié en fait. Donc, mais c'est quand même fou. Faut effectivement. Et il y a d'autres espèces effectivement sur les groupes Facebook, voilà. Donc et en fait ce qui relie ces affaires-là, ce qui les caractérise, c'est que c'est en lien avec le travail en fait. C'est ça. Voilà. C'est ça. Mais ça pourrait être la même chose pour LinkedIn, mais j'ai trouvé pour Instagram, voilà. Donc j'ai trouvé ça assez dingue parce que c'est quand même ta sphère privée. Enfin. Oui, tu vois. Mais aller dénigrer par exemple son employeur, pareil sur les réseaux sociaux. Peut être utilisé dans le cadre d'une procédure, par exemple disciplinaire, par exemple. Est-ce que tu aurais d'autres exemples, je sais pas, concrets au travail, j'ai cru comprendre que par exemple isoler quelqu'un de manière géographique ou fonctionnelle, c'était une forme de harcèlement. Ah bah bien sûr, oui, tout à fait. Bah moi j'avais eu une de mes clientes comme ça qui avait été c'était clairement du harcèlement. Bon alors c'était déjà du harcèlement parce que par exemple elle avait été traitée, je cite, de conne devant des membres de son équipe, publiquement par ses hiérarchiques, qui lui a dit t'es une conne. Bon ça effectivement c'est quand même passer les gardes de langage, c'est quand même une forme de harcèlement. Et elle, effectivement, par exemple, elle était isolée avec des gens qui portaient des casques au travail pour ne pas lui adresser la parole, qu'elle allait déjeuner sans elle. Donc elle était isolée. Donc effectivement, ne pas dire bonjour, ne pas adresser la parole, exclure quelqu'un des réunions alors qu'il était normalement associé de par ses fonctions à des réunions ou à des comités de direction ou que sais-je, c'est du harcèlement. Oui, mais là on en vient au sujet du groupe. C'est-à-dire que c'est tout un groupe qui commet ces... Oui, il peut y avoir une complicité absolument de groupe. Mais ça fait justement aussi l'objet de procédures qui sont connues du public, notamment dans le domaine hospitalier, avec en tout cas une possibilité, en tout cas de passivité de certains à l'égard de comportements qui étaient sans aucun doute constitutifs de harcèlement. Ouais. Donc en gros, faut ouvrir sa bouche si ça arrive. Il faut. C'est très. En fait, c'est la difficulté à laquelle on est souvent confronté. Effectivement, c'est la difficulté d'obtenir des témoignages, notamment de gens qui sont encore dans l'entreprise. C'est très délicat parce qu'après il y a des gens qui veulent pas se faire virer. Enfin, c'est vraiment très délicat. Oui, qui ont peur. Oui, c'est ça, qui ont peur effectivement. Oui. Enfin, ça ne devrait pas l'être. Non, ça devrait pas l'être. Ça ne devrait pas l'être. Fondamentalement, ça ne devrait pas l'être. Mais il s'avère qu'effectivement, il y a toujours cette difficulté à recueillir des preuves, pas des preuves en général, mais en tout cas pour les attestations de gens qui sont éventuellement encore en poste, on va pas se mentir. C'est souvent difficile d'obtenir des attestations de la part de ces personnes-là. Voilà. Ça, c'est une réalité. Mais il y a d'autres moyens de preuve légaux qui peuvent être utilisés.
Alors, le chronométrage systémique des pauses pipi, c'est aussi du harcèlement. Oui, c'est aussi du harcèlement, absolument. Voilà, de chronométrer tout. Effectivement, ça peut être du harcèlement. Il y a des cas aussi, effectivement, en ce sens. Abandon de projet aussi. J'ai vu par exemple un patron ou une patronne qui va dire on fait tel projet, puis en fait tous les projets sont abandonnés les uns après les autres. Oui, ou on te les retire. Ou on te retire les projets. Au profit d'autres personnes. Voilà. Donc ça aussi, c'est du harcèlement. Ça peut être constitutif de harcèlement. Attention, oui, c'est-à-dire que si on vient réduire en fait le périmètre de tes fonctions, voilà, d'une manière ou réduit, ou qu'on t'enlève des tâches, ou que on te confie uniquement des tâches subalternes, etc. Oui, c'est un des éléments qui peuvent être constitutifs, ou en tout cas donner une indication d'un contexte de harcèlement moral. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et c'est vraiment étudié pièce par pièce. Devant les juridictions. Donc c'est un ensemble, en fait c'est un faisceau d'éléments qui vont permettre aux juges de déterminer si oui ou non il y a un harcèlement qui est caractérisé en fait. Ordre et contre-ordre par courriel par exemple, de dire à quelqu'un fais ça et puis finalement lui dire non fais pas ça et puis fais ça et fais pas ça. Ça peut aussi être un indice de harcèlement, effectivement. Ouais. Tout dépend dans quel contexte ça intervient. Quoi. Voilà. Non, mais je cite quelques anecdotes, mais c'est peut-être de manière à dire que d'un côté comme de l'autre, d'ailleurs, en fait, je parle de ça, ça paraît anecdotique, parce que bien entendu, on peut pas dire que s'il se passe ça, c'est du harcèlement, mais j'essaie juste de dire de transmettre cette info comme quoi, bon, c'est des petits voyants qui s'allument au rouge, quoi, si ça se passe. C'est comprendre, en fait, c'est comprendre ce qui est normal et pas normal. Et ce qui n'est pas normal. Et c'est en avoir conscience en étant... enfin, moi, ce que je peux constater, c'est que les gens qui sont réellement victimes de harcèlement moral ou sexuel n'ont pas forcément la conscience de ce qu'ils vivent. Voilà. Il y a une situation de déni. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça paraît paraît surprenant, mais c'est une réalité. Parce que les gens se disent souvent, bon, c'est à moi de faire le dos rond, c'est à moi de supporter, c'est le travail, c'est pas forcément facile, etc. Donc, on a beaucoup de gens qui arrivent en fait et qui sont dans le déni, comme le cas de cette cliente c'est du vécu, qui m'a demandé si c'était normal ou pas de se faire traiter de conne publiquement. Bon. Et je lui ai expliqué que ça n'était pas normal. Voilà. Donc, pourquoi je cite ça ? C'est parce qu'elle était dans le déni de sa situation. Ça faisait 6 mois qu'elle prenait des antidépresseurs pour continuer à aller travailler la boule au ventre, en ayant perdu 10 ou 15 kilos, en ayant des migraines quotidiennes épouvantables. Et elle faisait le dos rond en se disant « faut que je tienne », tout en vivant une situation qui n'était pas normale. Mais donc, elle était dans le déni de ce qu'elle vivait, en fait. Donc c'est plus fréquent qu'on ne le croit. Bien sûr. Et ça correspond d'ailleurs ça correspond à quelque chose qui est parfaitement décrit par les médecins psychiatres aussi. Ben bien sûr. Mais en fait, oui, on parlait du profil de celui qui harcèle, ou celle qui harcèle, mais finalement, il faut aussi parler du profil de la personne qui est harcelée. Oui. Parce que je pense que finalement, on s'attaque, entre guillemets, pas aux mêmes personnes de la même manière. Qu'on peut être harcelé à une période de notre vie professionnelle et puis plus du tout après. Tout à fait. Voilà, donc ça tombe aussi peut-être éventuellement à un moment de nos vies où on est un peu plus peut-être un peu plus fragile ou fragilisé par un événement personnel. Enfin voilà, ça peut être plein d'éléments qui font qu'il y a une situation de harcèlement. Tout à fait. Et on n'a pas forcément un profil de harcelé non plus. C'est ça. Et on peut être harcelé à un moment de sa vie professionnelle, sans d'ailleurs qu'il y ait d'événements personnels qui soient concomitants. D'accord. Ça, c'est le débat que nous, on a en tant qu'avocat systématiquement. C'est d'expliquer que quand on se plaint de harcèlement moral, on n'est pas forcément dépressif. On n'est pas forcément dépressif et on n'est pas forcément exposé à des problèmes perso. Voilà. Donc c'est de décorréler les deux. Voilà. Et ça c'est extrêmement important. Voilà. Donc il n'y a pas forcément des gens qui ont des profils de harcelés. T'as raison de le préciser. Ça peut être une situation donnée, à un moment donné. Ça peut être aussi fonction de la reconnaissance que l'on attend du job que l'on fait. Donc voilà, donc c'est un petit peu simple, c'est un discours qu'on entend très souvent d'ailleurs, de dire, de la part de faire passer l'autre pour fragile, pour quelqu'un de fragile, qui se laisse un peu trop marcher dessus, qui a un profil. Voilà.
Il y a un changement d'époque quand même, non? Parce que moi, de mémoire, je suis vieille maintenant. J'approche, voilà. Non, mais j'ai un peu le sentiment que j'ai accepté des situations qui aujourd'hui seraient inacceptables, en fait. C'est possible, hein. Voilà. Et c'est possible qu'elles ne le soient plus par les jeunes qui vont rentrer, soit qui sont rentrés sur le marché du travail, soit qui vont rentrer sur le marché du travail. C'est ça, parce qu'en fait, je constate, si tu veux, à quel point, voilà, rétrospectivement dans ma carrière professionnelle, c'est vrai que j'ai vu ou j'ai été, en prise avec des situations qui étaient complètement ubuesques, en fait, qui aujourd'hui seraient considérées comme gravissimes. Bon. Oui, il y a un changement, je pense, de la part des jeunes. Et d'ailleurs, on voit bien que, le sujet de la santé mentale est un sujet qui est notamment beaucoup mis en avant par les jeunes générations. Oui. Et que pour eux, c'est un sujet. Enfin, la santé mentale dans l'environnement du travail est un sujet qui a tout son sens pour eux. Et c'est un besoin. Ouais, mais alors là où j'ai un sujet quand même, c'est que j'entends beaucoup, parce que j'essaie de regarder un peu dans le monde qui nous entoure, et je vois énormément de sujets sur la responsabilité sociétale des entreprises, sur une démarche écologique, etc., etc., etc. Et si tu veux, le fond du sujet de la santé mentale des salariés, j'ai un peu l'impression que ça passe, comment dire, autant on va mettre en avant une démarche écologique d'une entreprise, une démarche, alors on n'utilise plus de papier, on met plus de fourchettes en plastique, etc., tu vois, autant j'arrive pas très bien à lire ce qui est fait structurellement au sein d'une entreprise pour faire en sorte que les salariés soient en bonne santé mentale. Alors peut-être que je me trompe. Non, il y a beaucoup d'obligations et les groupes communiquent en général, les grands groupes communiquent en général sur le bien-être de leurs collaborateurs et sur les obligations à l'égard de tous les collaborateurs. Il y a les guides. Il y a les guides de bonne conduite, il y a les guides éthiques, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites. Hein. Peut-être pour les grosses boîtes, tu vois, mais à l'échelle d'une entreprise qui n'est pas forcément un groupe du CAC 40 ou une... Oui, alors après, il y a la communication qu'on en fait, il y a les obligations, voilà, qui sont les obligations légales, de règlement intérieur, etc. Enfin, on va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, ça serait peut-être pas tellement l'objet, mais après, il y a aussi la mise en application, ça c'est une évidence. Et puis après, il y a la communication, effectivement, qu'on entend faire sur ces aspects-là de bien-être des collaborateurs. Donc, il y a des sociétés qui font aussi des formations, qui mettent en place des ateliers. Voilà, donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place, effectivement, au sein des entreprises. D'accord. Ça peut être perfectible. Non, mais c'est moi. C'est moi qui regarde pas par le bon prisme, mais je me posais la question de savoir est-ce que dans cette responsabilité sociétale des entreprises, ça rentre dedans? Oui, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il y a beaucoup d'obligations à respecter, beaucoup de choses qui sont faites. Il y a, par exemple, des cellules d'écoute qui sont aussi mises en place dans les entreprises. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de dispositifs qui s'appliquent. Ok. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose ou éventuellement, je sais pas, parler d'un cas sans bien entendu citer qui que ce soit ou aucun nom, mais je sais pas, quelque chose que tu veux quelque chose que tu veux ajouter sur le sujet, n'importe quoi. C'est des cas de figure, ils sont d'une variété inouïe. Bien sûr. Voilà, ce qui est important en fait, c'est surtout de libérer la parole, pas forcément sur les réseaux sociaux, ça c'est tout un autre débat, mais en fait de permettre aux personnes de pouvoir exprimer ce qu'elles ont vécu. De porter leur parole effectivement auprès de leur employeur quand il y a une situation de harcèlement qui est caractérisée, et puis après de les accompagner au mieux effectivement pour pouvoir qu'il y ait une reconnaissance de ce qu'elles ont vécu d'une manière ou d'une autre, et leur permettre de sortir de situations qui sont totalement toxiques et pathogènes, parce que c'est souvent le cas. Voilà. Donc après, il y a tout un ensemble de choses et d'outils qui peuvent être utilisés, la médiation, voilà. Donc on a tout un éventail de choses, mais on se rend compte que même encore à l'heure actuelle,
il y a quand même cette forme de déni d'une part des victimes, et puis il y a souvent un comportement ou des paroles qui sont pas forcément adaptées aussi de la part de certains, de certaines personnes qui s'occupent des ressources humaines dans certaines boîtes où il y a encore un discours qui est un petit peu rétrograde peut-être par rapport à l'appréhension de ce qui peut être un cas de harcèlement. Voilà. C'est clair. Écoute Sophie, merci beaucoup pour la qualité de notre échange. Bien entendu, je recommande de nouveau ton ouvrage, qui est un super livre. Et puis j'invite tout le monde à réécouter ton premier épisode avec moi sur le burn-out parce que c'était un super épisode. Voilà. Merci Sophie, à bientôt. Merci Estelle, à bientôt. Voilà les amis, c'est la fin de cette interview, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast, Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode. Hey guys, it's Paige from Giggly Squad. You know that I love a full girl shower, so I want to tell you about Hemp's. Their body wash and their scrubs hydrates you with 100% natural hemp seed oil, shea butter, and aloe vera. My favorite scent is the pomegranate herbal. Hemp's products are all plant-based formulas, vegan and cruelty-free. Elevate your shower routine with Hemp's new body wash and scrubs. Available at Ulta Beauty and Hemp's.com. That's HEMPZ.com. Make sure you check it out today.